Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui cherche toujours à vous faire aller plus loin sur des concepts philosophiques, idéologiques, politiques. Et là, avec Nîmes de Rage que je salue, eh bien, on va aller très loin. Salut Nîmes. Salut à toi Nicolas et merci encore pour l'invitation. Bah, pas de souci. Donc, vous allez le voir, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de modernité, de progressisme, de droite, de Prométhée. On va parler vraiment de concepts qui vont loin, comme je l'ai dit à l'instant, parce que Nîmes participe à un projet, a même lancé un projet qui s'appelle Rage, et qui est un site internet, hein, et qui justement questionne le monde d'aujourd'hui sous un angle qu'on pourrait croire politique, avec un P majuscule bien sûr, j'entends, hein, parce qu'on ne parle pas de politique politicienne là-dedans, mais qui est en réalité bien plus large que ça, philosophique, scientifique aussi, et on va le voir, je pense que c'est très intéressant de discuter de tout ça. Nîmes, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, et puis ensuite, bah, tout simplement nous présenter le projet Rage Culture. Oui, bah alors je vais faire les 2 à la fois en fait. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, je participe au projet Rage Culture, sous lequel je signe mes articles sous le nom de Nîmes. Je suis un des cofondateurs du projet. Donc c'est un projet qui est né il y a 4 ans à peu près. Donc c'était en 2019, c'est ça, 4 ans quoi. Et Ok. qui a évolué au fil des années. Donc, il y a ce qu'il était au début, il y a ce qu'il devient au fil des années, au fur et à mesure. Les gens viennent, les gens partent. On a lancé ça avec une dizaine de personnes. Finalement, des gens sont retirés, de nouvelles personnes sont arrivées. Aujourd'hui, on va avoir un cœur de 5 personnes et une vingtaine d'auteurs qui gravitent autour, d'auteurs réguliers. Ok. Et effectivement, c'est parti sur des bases extrêmement modernistes, on va dire, et avec une volonté assez politique. Et au fur et à mesure, moi, ce qui m'a plu, sur quoi je me suis dirigé pour l'écriture, est devenu de plus en plus philosophique, avec effectivement du scientifique et de l'artistique aussi, quoi. Donc on essaie d'avoir un projet qui est assez complet, on se restreint pas à, parce que souvent on a été comparé à des zététiciens parfois, alors qu'en fait notre ambition n'est pas du tout zététique. Ouais. On n'essaie pas de se complaire à une démarche scientifique, c'est beaucoup plus large que ça. Non, mais c'est effectivement, ça serait une erreur de vous réduire à ça. Je crois qu'effectivement, vous aviez peut-être une émission dans laquelle vous aviez peut-être des liens avec certains esthéticiens, mais c'est ça, non? Ça a dû être un moment le cas, mais là, c'est pas du tout le cœur de votre magazine, très loin de là. On n'avait même pas une émission, c'est juste qu'on a parlé de science au début, on mettait beaucoup l'accent sur la science et du coup Ok. on a été amalgamé à cette démarche. Alors que c'était pas le but du projet à la base, mais effectivement, on veut quand même être en accord avec les dernières connaissances scientifiques. On met un point d'honneur à être en accord avec cela. Ouais, ouais, ça c'est tout à fait normal. Alors, ce qu'on voit en gros sur l'entête numérique de ce magazine, c'est le magazine prométhéen qui redonne l'amour de l'avenir et de la civilisation occidentale. Et donc, quand on parle de Rage, on parle quand même d'un ovni qui a une audience qui existe. Je ne sais pas si c'est une très très grosse audience, mais qui doit être une audience assez qualitative et surtout très atypique dans le monde de la droite. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse votre magazine, quelle ligne il défend, et finalement, si c'est un média de masse ou si c'est plutôt quelque chose quand même de niche? Alors ça reste quelque chose de niche, hein, quoi qu'il arrive. Là, en termes d'audience, sur les derniers mois, on a fait autour entre 20 et 25 000 pages vues, quoi. Donc Ok. ça reste petit, en sachant qu'on sort 2 articles par semaine à peu près, quoi. Après, en termes d'audience, donc à qui on s'adresse, c'est une question qui s'est posée dès le début du magazine en réalité, hein, puisqu'on avait Mhm. différentes personnes, différentes approches, différentes volontés. Et certains avaient venaient plus de la droite identitaire, d'autres venaient plus du monde libertarien. Donc certains voulaient plus libéraliser les droitards, en gros, Ouais. heu, sortir de leur posture. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'articles dès 2019 contre Poutine, ou contre des postures de droite, contre le complotisme. Ça, c'était une marque de fabrique de Rage. Et de l'autre côté, Qui on vous a a eu mis des... déjà direct dans une niche, quoi qu'il arrive. Exactement. Ouais. Bah, non, mais C'est c'est pas malheureux, hein, forcément... mais effectivement, je sais que moi, je suis sur une ligne qui est de plus en plus similaire à ça.
Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, c'est important de le répéter, quand on tient des positions qui sont celles-ci et qui sont bonnes, j'en suis persuadé, vraiment, mais qui par contre vont à rebours des réflexes pavloviens et des postures traditionnelles de droite, quoi qu'il en soit, on se met dans une niche. Mais alors en plus, quand on rajoute, de la science très poussée, de la philosophie poussée comme vous le faites, évidemment, on est dans une niche encore plus étroite, mais en même temps, c'est très qualitatif et vous avez une influence qui est intéressante. C'est ça qui est bon. Désolé, je t'ai interrompu, mais voilà ce que je Oh, voulais pas de dire souci, là-dessus. ouais. Mais effectivement, ça incarnait le côté plus politique, donc des gens qui étaient plus politisés, identitaires et qui observaient ces travers de la droite et donc de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient plus, libertariens, on va dire, ou plus apolitiques Ouais. et qui n'avaient même pas la volonté de s'adresser à la droite, à l'extrême droite ou la fachosphère, on l'appelle comme on veut. Qui disaient: «Non, mais on veut juste faire un projet où on parle, de ce qu'on veut et de ce qu'on pense être intéressant». Et donc il y avait ces 2 approches qui sont un peu, confrontées et qui ont réussi OK. à coexister au sein du magazine au final, quoi. Et donc même si on avait une différence d'approche sur qui on voulait toucher, au final, pour dire qui on a réellement touché, ça a été de, on va dire, Laurent Alexandre à Julien Rochdy, quoi. Du centre droit à, ce qu'on pourrait qualifier d'extrême droite. Oui, oui, parce qu'effectivement, vous avez un magazine qui est des écrits qui sont très haut de gamme, qui sont même parfois cryptiques pour, des novices, mais y compris pour des gens plus calibrés. C'est-à-dire que moi, j'ai lu certains articles en me disant: «Mais attends, mais, qu'est-ce qu'ils nous racontent les mecs de Rage là?» Ils sont, c'est hyper complexe la manière dont ils présentent les choses, mais en même temps, bah, c'est l'assurance de toucher une audience qualitative et d'avoir une influence, quand même sur les décideurs, et les influenceurs, en fait, de droite, donc c'est très intéressant. Quand vous nommez, enfin, dans votre en-tête, là, le magazine prométhéen, vous assumez d'être finalement de la droite prométhéenne? Est-ce que j'ai raison et si oui, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous allez voir, dans cette émission, je vais toujours essayer d'aller dans le concret, pour essayer de simplifier les choses, autant que c'est possible. Mais concrètement, voilà, quand on dit droite prométhéenne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, on peut assumer de la droite prométhéenne, encore faut-il savoir, quels en sont les contours, ce qu'on définit par la droite prométhéenne. Moi, j'ai fait un article où je mets en avant quelles sont les différentes familles qu'on pourrait appeler, prométhéennes, heu, qui vont des, simples libéraux, aux, archéofuturistes, on va dire. Pour moi, Prométhée, en fait, Prométhée, c'est tout bonnement la figure fondatrice des Européens, quoi. C'est le mythe fondateur des Européens et il va incarner une forme de progrès, donc la raison, la connaissance. C'est, une figure dans laquelle on se retrouve plus ou moins, quoi. OK, mais alors concrètement, si tu ça quelle est la différence, par exemple, avec, alors là, bon, évidemment, la droite, réactionnaire, la droite contre-révolutionnaire, la droite, libérale, la droite, enfin voilà, tu vois, il y a plein de familles de droite, mais concrètement, si tu devais définir être de droite prométhéenne en quelques mots, voilà, ça veut dire quoi? Bah, je pense que c'est vraiment, que ça tourne vraiment autour du progrès, quoi. C'est penser que le OK, progrès est quelque chose de bon par nature, quoi. Que la stagnation ou le déclin n'est pas souhaitable. OK. C'est ce qu'on va retrouver parce que Prométhée est une figure qui a été, aussi bien revendiquée par les libéraux, on va le trouver, sur le Rockefeller Center, que les communistes ou les nazis, quoi. Tous se sont revendiqués de Prométhée OK, et tous avaient, dans leur essence, une volonté de progrès, quoi, quelque part. Donc OK. Prométhée peut être revendiqué par vraiment, différentes factions, quoi, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein. Heu, mais ils conservent toujours cette image ce qu'on veut incarner par Prométhée, c'est cette image de progrès, quoi, de penser que l'humain peut avoir, une action positive sur le monde, qu'il peut se l'approprier et qu'il peut l'améliorer et améliorer sa condition, de lui-même. Donc, ce qui est très intéressant là-dedans et ce avec quoi je suis évidemment en phase et même de plus en plus en phase avec ça, hem, c'est de se revendiquer du progrès, d'être des progressistes de droite. Alors évidemment, évidemment, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont en train de bondir de leur chaise ou de leur canapé, évidemment, il ne s'agit pas
d'être des progressistes au sens sociétal gauchiste, évidemment. C'est très loin de là, très loin de nous cette idée-là, je pense. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Mais par contre, quand on parle de progrès technique et même d'une certaine manière d'un certain progrès de la société, voilà, je ne parle pas des drag queens dans les écoles. Je veux dire, c'est quelque chose que la droite doit accepter. Elle doit accepter que la modernité, au sens philosophique et au sens pratique, au sens concret, donc c'est-à-dire philosophique, c'est-à-dire globalement, pour faire très très simple, le passage d'une société tournée vers Dieu, en fait, régie par Dieu, à une société régie par l'idée que l'homme et la raison sont au centre de la société. Je fais extrêmement court. C'est une bonne chose. Et en termes pratiques, c'est que la modernité, ça donne l'un des fruits de cette modernité philosophique, ça donne des choses qui sont bonnes en termes idéologiques. Par exemple, euh, le libéralisme. Euh, donc, le libéralisme en termes philosophiques et en termes donc philosophie. Putain, je suis désolé, je fais plein de définitions, mais faut bien définir les choses. J'essaie de rester le plus concis possible, donc évidemment, je vais évacuer plein de choses. Il y a plein de gens qui vont peut-être pas être d'accord, mais libéralisme philosophique, selon moi, et tu donneras ensuite toute ta définition. Le libéralisme philosophique, c'est tout simplement un mouvement qui est né du rejet de l'absolutisme royal et d'une société organique et non tournée vers les individus, et qui donc s'est donné pour objectif la liberté. Il y a eu une déclinaison évidente et qui a pris une part gigantesque dans la définition même du libéralisme, qui est le libéralisme économique, qui découlait assez logiquement de ça, et ce qui a donné quand même une accélération et un approfondissement du progrès technique qu'il est à mon avis difficile de nier, quand bien même certains le font, et avec des arguments qui ne sont pas inintéressants, mais bon voilà, en tout cas pour moi il y a une accélération assez gigantesque. Et le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde du progrès, le monde du confort, le monde qui ressemble grosso modo à un paradis sur Terre, est donc le fruit de la modernité. Et donc le progrès, pour moi, est une bonne chose quand, évidemment, quand bien même, il faut surtout pas le confondre avec des avatars qui sont parfois liés à son essence même et qui sont des choses extrêmement négatives et contre lesquelles il faut absolument lutter. Mais il peut y avoir un progrès de droite. Voilà. J'ai résumé en 2 secondes ce que je voulais dire. Est-ce que tu vois des choses qui te paraissent erronées? Est-ce que tu as des définitions de tout ça qui te paraissent meilleures, alternatives, etc. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait que le progrès c'est incompatible avec l'idée de Dieu, par exemple. Mais je pense que ce que j'ai réussi à faire sur Rage, déjà, la première chose, c'est que j'ai redéfini le progrès, ce qu'on entend par progrès. Parce qu'effectivement, je pense que ce qu'on appelle progrès aujourd'hui n'est pas nécessairement du progrès. Et pour moi, il n'y a qu'une seule acception possible du progrès. Il doit être compris à l'aune de ce qu'on appelle l'entropie, donc qui est un concept qui décline de la thermodynamique. Donc l'entropie va définir ce qu'est à la fois la quantité d'information dans un système, son ordre et la quantité d'énergie libre disponible, donc qui peut permettre le travail mécanique. Et, et donc une société humaine est soumise à l'entropie. Une société humaine est une structure dissipative qui va chercher à importer de l'information pour augmenter sa dissipation d'énergie. Et donc, nécessairement, si on veut comprendre le progrès, il faut comprendre que c'est la seule acception possible du progrès, c'est l'augmentation de l'importation d'informations par rapport à l'unité d'énergie nécessaire à utiliser. Donc, Ok, plus on attends, je importe résume. Je peux résumer parce que là, je pense qu'on a perdu plein de d'informations, monde. Euh, je résume avec mes mots, tu me dis si j'ai bon, parce que c'est quelque chose que j'ai eu vas-y. vraiment du mal à assimiler, parce que je trouve que c'est quand même dit de manière très complexe, mais parce que le sujet est complexe. En réalité, toutes les structures qui existent dans l'univers ont pour objet, je vais la faire bête et méchante, hein, de grossir et de consommer le maximum d'énergie, c'est ça? Alors, pas de consommer le maximum d'énergie, mais effectivement, elles ont pour but de grossir, on peut le dire comme ça, de croître, d'augmenter leur puissance. Si on peut le dire en termes nietzschéens, c'est d'augmenter leur volonté de puissance, quoi. Mais si on le prend donc d'un point de vue scientifique et avec des termes scientifiques,
qui sont liées à la thermodynamique et à la théorie de l'information, donc la cybernétique, c'est augmenter, réduire localement son entropie, ou pour le prendre à l'envers, augmenter son extropie ou sa négantropie, donc qui est simplement augmenter sa prospérité et persévérer dans son être et se développer. Puisque dans pour revenir toujours à des choses concrètes, l'entropie, c'est finalement le chaos qui naît, d'un grossissement un peu, comment dire ça? Anarchique, c'est ça? C'est ça, en fait, l'entropie, c'est une mesure. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une entropie peut être faible ou forte. S'il y a une entropie forte, on est dans un état de chaos, un état de désordre complet. S'il y a une entropie faible, on va vers plus d'ordre. Et Voilà donc et donc l'intérêt d'une société, c'est de tendre vers l'ordre et le bon fonctionnement tout simplement. En fait, une société ordonnée, c'est une société qui fonctionne bien. Donc une société qui réduit son entropie, c'est une société qui fonctionne de mieux en mieux. donc là, c'est ça on commence déjà à regagner un peu tout le monde, y compris moi-même. Donc effectivement, le et c'est d'ailleurs ce qu'a fait, enfin ce qu'a déclaré, Julien Rochdy dans une vidéo récente sur, ces questions, de thermodynamique, d'entropie et compagnie. C'est très intéressant d'ailleurs la manière dont il a abordé le sujet. Heu, donc là, on va un peu loin, on va haut, mais vous voyez le niveau de rage, hein, là-dedans. Vous voyez que ça rigole pas. Hem, Et donc surtout, ça permet en de fait bien définir le progrès, quoi. C'est que tu peux pas non, mettre non, n'importe mais quoi derrière. C'est ce qui améliore ton ordre et ta capacité de fonctionnement. carrément, mais par contre, c'est une vision du progrès qui est quand même une vision, très, ouais, très très philosophique, très enfin pas très philosophique parce qu'elle est très scientifique, mais bon, qui est on va dire qui plane un peu pour le commun des mortels parce que, pour le commun des mortels, dont je suis, le progrès, c'est avant tout quelque chose de concret. Mais effectivement, on a des principes, Mais ici, c'est extrêmement concret, hein. philosophico-scientifiques qui Non, mais là, c'est existent. extrêmement concret puisque c'est la définition de Norbert Wiener qui est le père de la cybernétique, en réalité, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais Donc je dis ça, mais c'est je concret. comprends totalement ce que tu veux dire et effectivement, c'est voilà, mais je préfère le vulgariser pour que ça soit bien clair. Hem, donc on a l'entropie qui est la marche, classique des choses, une entité, une structure grossit, puis finalement, ça devient le chaos, et donc nous, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte d'ordonner le chaos, et pour faire simple, l'entropie, c'est, en termes de civilisation, le gauchisme, c'est-à-dire la destruction, le chaos, on va dans tous les sens, etc. Tandis que la droite, c'est plutôt l'ordre et la direction, voilà, qu'on insuffle à une structure pour éviter justement ce chaos, mais toujours dans le cadre du progrès et du grossissement de cette structure. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, on pourrait le réduire comme ça. Effectivement, je pense que la gauche peut être vue comme, la nécessité de plus de malléabilité et donc Mmh. de plus de flexibilité, plus d'entropie. Parce que l'entropie, elle va être mauvaise en soi, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as besoin de plus d'entropie, des fois, tu peux avoir un ordre qui va se scléroser, qui a besoin d'être défait pour retrouver un nouvel ordre, quoi. Donc, la gauche n'est pas mauvaise en soi, OK. mais elle peut le devenir. C'est-à-dire quand tu es dans une phase historique comme la nôtre où, on a besoin de plus d'ordre et qu'il continue à pousser vers plus de malléabilité, plus d'entropie, la fin, c'est la mort, quoi. Donc, la Oui, gauche et peut tu es devenir. très gentil en disant un peu plus de malléabilité, parce que la gauche, c'est pas seulement de la malléabilité, c'est de la destruction totale. Là, pour le coup, Ouais, ils je suis d'accord. sont dans une hystérie qui est folle. Bon alors du coup, en tout cas, tu te revendiques d'une droite, du progrès. Est-ce que sur la question de la parce qu'en fait, on aborde, de ces questions-là, heu, pourquoi? Parce qu'aussi on a réalisé une émission, ADN avec, les amis, Daniel Conversano et Alexandre Cormier-Denis, heu, sur la modernité. Donc, vous la voyez ici. Que penser de la modernité? Donc, si vous ne connaissez pas ces émissions, je vous invite évidemment à les regarder. C'est uniquement sur Odyssée, puisque c'est l'émission la plus censurée du YouTube franco-québécois, puisqu'elle a été censurée avant même qu'il y ait le moindre contenu disponible. Bon, et on a donc fait plusieurs vidéos. La dernière, que penser de la modernité? Hem et dans cette vidéo, je posais un diagnostic sur, la droite et la modernité, qui était d'ailleurs partagé par Daniel, et aussi à un certain niveau, par Alexandre, qui est qu'en gros, on a toute une partie de la droite qui est réactionnaire, objectivement,
que ce soit par envie de retrouver, pas de retrouver forcément, mais en tout cas de trouver un monde qui soit pas celui de la Révolution française, pour faire simple, ou même une droite qui rejette la modernité. Euh, Est-ce que du coup, toi, tu acceptes d'être un progressiste et un moderne de droite? Alors non, moi je me définirais pas comme moderne, hein. Je pense que la modernité est morte de toute façon quoi qu'il arrive et qu'on est déjà dans la postmodernité aujourd'hui, donc ça me semble. Est-ce que tu peux définir modernité, s'il te plaît? Ouais, alors pour moi la modernité, elle a commencé, à la fin du XIVe siècle. Donc l'essence de la modernité dans sa philosophie et son art qu'on va trouver, dans la Renaissance, heu, sa religion qui est l'humanisme, ou dans une autre version, la réforme protestante, donc qui a conservé le christianisme, mais qui l'a réformé de fond en comble. Mais les 2 vont partager donc cette, appropriation du monde matériel, puisque les protestants vont redéfinir, certains mots comme Beruth qui où le lien avec Dieu va s'établir dans sa profession elle-même, quoi. Donc il se réconcilie complètement avec le monde matériel aussi, comme on va voir dans l'humanisme. Euh, la révolution scientifique, évidemment, et d'un point de vue géographique, on va retrouver la découverte du Nouveau Monde, donc une expansion de l'espace des Européens. Ok. Euh, Après, il va y avoir un versant politique où la moitié va se donner ses institutions. Donc, c'est là où on va retrouver la Révolution française, quoi, et son institution principale va être l'État-nation avec un fonctionnement démocratique. Donc, on va assister à une démocratisation au fil des années. En fait, c'est pas d'un coup, quoi. Le suffrage universel n'arrive pas tout de suite et il va vraiment être effectif au cours du siècle dernier. En fonction des pays, ça va être différent, mais Ouais. le droit de vote à tout le monde à partir de 18 ans ou 21 ans suivant les pays, c'est vraiment à partir du siècle dernier seulement, quoi. Donc l'expérience de la modernité va vraiment être complète seulement depuis assez récemment, en fait, depuis le début du siècle dernier, on va dire, quoi. On va vraiment avoir les dernières avancées capitalistes, donc parce qu'évidemment, il y a la révolution industrielle qui fait partie de la modernité, mais le capitalisme va vraiment être en acte, le libéralisme avec le libre-échange, où aujourd'hui, presque tous les pays font partie du libre-échange, et Oui. c'est là qu'on voit vraiment la modernité en acte, une modernité capitaliste. Et bien sûr, on peut rajouter à ça la sécularisation, donc la séparation de l'Église et de l'État un peu partout, et la rationalisation et l'aspect scientifique qu'on va retrouver en mise en avant donc, partout dans la modernité. Mais alors, du coup, euh, si on reprend cette définition de la modernité et qu'on voit donc la modernité, je pense qu'on est à peu près d'accord, même si toi, tu considères que Dieu est un peu indépassable et n'est pas, comment dire, n'est pas, euh, on peut tout à fait être moderne et être déiste, quoi, d'une certaine manière. Euh, Globalement, tu es d'accord que la modernité, dans ce qu'elle a apporté concrètement, c'est-à-dire le confort, un confort de vie qui fait de notre société un paradis sur Terre, c'est quand même une bonne chose. Oui, oui, donc comme tu me montres là l'article, j'ai écrit précisément dessus où je parle de la modalité comme une drépanocytose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la drépanocytose, c'est une maladie qui te protège d'une autre maladie, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est une amélioration de ta santé, de ta condition physique. Donc je vois la modalité comme ça, quoi. C'est que c'est une amélioration d'un état précédent, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de parfait qui ne peut pas être dépassé, quoi. Imagine, tu vois, t'es un environnement où il y a le palu, tu chopes la Ouais. drépanocytose, ça te protège contre le palu, et en fait, à un moment, le palu n'existe plus, mais tu as toujours la drépanocytose, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu dis, bah non, c'est génial, en fait, ça nous a sauvé du palu, oui, mais il n'existe plus, quoi. Donc peut-être que c'est le moment de questionner la drépanocytose elle-même et de se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas améliorer cela et se débarrasser de la drépanocytose complètement et passer à autre chose, quoi. Donc c'est pas revenir à un état antérieur, mais c'est pouvoir dépasser cela, quoi. Et donc moi, ce à quoi je m'attache, c'est de mettre à plat ce que la modernité a fait de bien. Et il y a beaucoup de choses, quoi. Donc là, l'émission veut surtout mettre en avant ce que je vais reprocher à la modernité. Ça veut pas dire que je lui reproche autant de choses que je mets en avant de choses qui sont bonnes. Je pense qu'elle a mis elle a amené beaucoup, beaucoup de bonnes choses, quoi. Donc, faut pas remettre ça en cause, mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être dépassées aujourd'hui, qu'elle a mal fait,
et qui ont été dépassés quoi qu'il arrive, par eux-mêmes, quoi. Bon alors du coup, quand tu vois tout ça, alors je précise d'ailleurs pour ceux qui regardent cette émission, que, je parlerai en longueur de cette question des apports bénéfiques de la modernité, du libéralisme et compagnie, qui sont souvent des choses qui sont rejetées à droite de manière pavlovienne, voilà, heu et de manière erronée à mon avis. J'en parlerai dans une vidéo dédiée. Je ne sais pas si elle sera publiée au moment où on aura réalisé cet entretien, sans doute pas. Mais ça sera vraiment une très grosse vidéo et tout ce qu'on dit là et qui peut paraître à ceux qui sont les plus réactionnaires d'entre vous, totalement faux en disant: «Mais non, la modernité, elle a pas apporté autant de bien que de mal. Il y a beaucoup de choses négatives qui sont dues à la modernité. On était quand même mieux, avant, la Révolution française et compagnie». Hem, Si vous étudiez le l'histoire de France et si vous étudiez les conditions de vie dans la France d'avant et dans l'Europe d'avant de manière générale, c'est absolument impossible de dire ça. Je le dis sérieusement et honnêtement, c'est absolument impossible. Là, on n'a pas le temps de développer sur ce sujet-là, sauf si tu veux le faire toi de ton côté. Mais ce que je veux dire, ce qu'a apporté le progrès technique notamment, qui est pour moi fonction de la modernité de manière assez évidente, même s'il y a à la marge des petits contre-arguments qui peuvent exister, mais enfin qui à mon avis tiennent pas la route. Mais ce qu'a apporté le progrès technique, fruit de la modernité, est Fruit de la méthode absolument scientifique. ouais, bah, la méthode scientifique, mais plus que ça, parce que concrètement, je me répète, mais véritablement, nos arrière-grands-parents et encore plus ceux d'avant, s'ils arrivaient dans le monde d'aujourd'hui, ils se croiraient arrivés au paradis sur terre. Voilà. En termes de profusion de biens, de services, d'aliments, de confort et compagnie, je veux dire, le on a réussi à mettre en place toutes les vieilles, pas eschatologies, mais tous les vieux millénarismes. On a réussi à les mettre en place quasiment avec le monde dans lequel on vit. Alors avec des choses extrêmement négatives par ailleurs, bien entendu, donc contre lesquelles il faut lutter. Mais se dire anti-moderne aujourd'hui, c'est vraiment une posture à mon avis. Voilà, donc je préfère enfin évoquer ça. J'en parlerai de manière plus large dans une vidéo dédiée qui, je l'espère, sera définitive sur la question, même si c'est un peu prétentieux. Mais voilà, je voulais mettre ça d'équerre. Est-ce que tu souscris à ce que je viens de dire? Moi, je suis d'accord avec ça, oui, sur le plan matériel, la modernité est un énorme succès. Partout où elle s'est installée, en fait, c'est assez logique que tous les pays aient adopté le mode de vie moderne parce que c'est une amélioration objective de la condition de vie, quoi. Et pas minimal, hein, pas minimal du tout. Bon, du coup, on a parlé de ça. Vient ensuite alors la question qu'on avait évoquée dans un échange Twitter. Hem, donc pour guérir le monde postmoderne, on va dire, le monde d'aujourd'hui, hem, comment faire? Voilà, comment faire? Comment faire pour que, le déjà, est-ce que la modernité, le monde d'aujourd'hui est inéluctablement voué à la disparition? Et s'il ne l'est pas, comment faire, quoi? Parce qu'il y a quand même des mauvais côtés très négatifs. Il y a la pollution, il y a le réchauffement climatique, il y a l'effondrement des naissances, hem, il y a l'immigration extra-européenne massive, il y a la destruction des particularismes aussi, qui est quand même un sujet. Enfin voilà. Heu, Concrètement, toi en tant que représentant, parmi d'autres, mais représentant de cette droite, prométhéenne, ton diagnostic, tes solutions? Comment tu vois les choses? Alors déjà, avant de parler des solutions, je pense que ce que tu as mis en avant, c'est que tu as parlé de postmodernisme et je pense qu'effectivement, c'est même plus la peine de parler de modernisme aujourd'hui, de défendre le modernisme. C'est déjà de la réaction de dire: «Mais je suis moderne, la modernité, c'est bien». Pour moi, la modernité a trouvé ses limites par elle-même, puisqu'elle avait en son sein la volonté de dire que l'homme était la mesure de toute chose et qu'on pourrait, on n'avait plus besoin de Dieu, d'explications paranormales, quoi que ce soit, que l'homme allait pouvoir tout découvrir par rapport à lui-même, qui était la mesure de toute chose. Sauf que, au fur et à mesure des découvertes qu'on a fait, quoi, donc par le darwinisme, on a vu que, au final, l'homme s'inscrit dans un processus et qu'il est
une étape avec, comme on dit, descendants des singes, alors que c'est pas exactement le cas, quoi, mais ça nous Oui. ramène à notre animalité, que, il s'adapte à un environnement avec des mutations et qu'en fait, il est pas forcément le top de la création, de façon figée et innée. La thermodynamique nous montre que, bah, en fait, l'univers, il va peut-être s'arrêter dans une mort thermique et qu'on participe à cela, quoi, donc est-ce que notre action, vaut vraiment le coup? Est-ce que tout ce qu'on fait, quoi, c'est si ça finit dans une mort thermique et que chaque action qu'on fait nous amène un peu plus vers ça, est-ce que, réellement c'est du progrès? Donc, la modernité, par ses connaissances, a été chercher ses limites quelque part, quoi. Et et au final, donc, Freud parlait des 3 blessures analytiques, donc il y avait la révolution copernicienne, le darwinisme et c'était une façon pour lui de se mettre en avant puisqu'il parlait de sa révolution propre de la psychanalyse. Alors je n'ai pas lu Freud, donc je l'évoque parce que et je trouve que ces 2 premiers points étaient, intéressants du moins. Le dernier, je sais pas, peut-être qu'il a raison, c'est ce qu'on voit dans les neurosciences quand même, qu'il y a 2 jeux et que, on n'est pas forcément maître, en son sein, qu'on n'est pas forcément maître de ses pensées, qu'on est, assez, déterminé par d'autres choses, quoi. Donc, c'est effectivement des blessures narcissiques qui ont été infligées à l'homme, par la modernité et qui sont venus tempérer ces appétits au départ. Alors après, il y a effectivement l'écologie aussi, où on voulait devenir maître de la nature. On voit que finalement, on n'a pas forcément le contrôle sur tout et qu'il faut la respecter. Donc, je pense que la modernité a trouvé, par ses connaissances, certaines limites qui vont l'amener à devoir penser au-delà de ça et donc amener nécessairement une postmodernité, quoi. Et le dernier, le clou du spectacle aura été la mécanique quantique où on découvre que, bah, finalement, hem, on peut pas tout savoir, quoi. Dans la mécanique quantique, si on peut pas tout prévoir, quand on veut avoir des données, quand on veut mesurer des choses, soit on peut connaître une valeur, mais pas l'autre et on peut pas tout connaître à la fois, on peut pas tout prévoir. Les choses, c'est pas un monde déterministe, c'est un monde probabiliste et du coup, il nous sera impossible d'être complètement maître et de tout prévoir, quoi. Donc naturellement, on aboutit à un postmodernisme qui a remis un peu à sa place l'appétit de la modernité au début, qui pensait que l'homme pouvait tout découvrir, tout connaître et être maître de tout. C'est amusant parce que cette tirade que tu viens de faire, ça montre bien, tu vois, le côté, rage, sunrise, la différence. C'est que, tu vois, je t'ai parlé de choses extrêmement concrètes et sans doute un peu bas de plafond, mais très concrètes et quand même importantes. Tu vois, l'immigration, la baisse de la fertilité et tout et toi, tu me parles de physique quantique. Ça, c'est vraiment, vraiment le côté rage donc franchement, ça, c'est assez génial. Bref, je t'ai interrompu dans ton développement, mais je trouvais ça marrant de le noter. Ouais, pas de souci. Mais oui, mais pour revenir, aux politiques, parce que là, effectivement, c'est plus, du domaine, de la philosophie ou des connaissances scientifiques. Mais pour le politique, pour moi, la face de la modernité qui est mauvaise, c'est la démocratie, en réalité. Et ça, c'est un sujet que personne n'aborde vraiment de front. Genre, n'importe quel bord politique, personne ne dira que la modernité est mauvaise en soi. Mais pour moi, ce qui est bon dans la modernité, ce qui a amené le confort et tout ça, c'est le capitalisme. Et la démocratie s'oppose fondamentalement au libéralisme et au capitalisme. Bon et donc du coup, quand on a dit ça, ce en quoi je ne suis pas forcément en désaccord avec toi, ça qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'alternative concrète? Est-ce qu'on fait une démocratie à l'athénienne, type Périclès, qui était déjà, hein, quelque chose de très démocratique? Est-ce qu'on revient à une oligarchie? Est-ce qu'on fait autre chose? Voilà, pour toi, la démocratie est forcément néfaste en elle-même? Ou est-ce que c'est la démocratie, on va dire totale, qu'on connaît, qui l'est? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire peut-être? Alors, oui, pour moi, la démocratie est mauvaise en elle-même, parce que la démocratie, c'est le débat. En fait, c'est penser que tu vas pouvoir trouver un consensus efficace par le débat. Et du coup, ça va donner accès à des solutions qui ne devraient pas être, où tu peux avoir des tribuns comme Mélenchon qui vont proposer des solutions qui vont plaire aux autres, et parfois à la majorité, et qui sont pourtant mauvaises, quoi. Alors que ce qui fonctionne, c'est la science et le capitalisme. Ils fonctionnent pas par le débat, ils fonctionnent pas par la démocratie, ils fonctionnent par une sélection
de ce qui marche, de ce qui est vrai. Quand tu es dans le capitalisme, quand fais ta boîte, soit ça marche pas. Si ça marche, c'est parce que tu as réussi à collecter les bonnes informations, parce que tu arrives à offrir un service qui a du sens pour des utilisateurs. Et si tu parviens pas, bah, tu fais faillite, ta boîte elle disparaît. Donc il y a une sélection qui se fait naturellement sur ce qui est efficace. Et pareil pour la science. Donc on fait des hypothèses, on les teste, et celles qui sont vraies restent, les autres sortent, quoi. Donc il n'y a pas de débat possible en fait dans ce mode de fonctionnement, et c'est ce qui fait que la modernité est efficace. C'est ce qui fait qu'elle a amené du confort partout. En réalité, c'est le capitalisme qui l'a amené. Et c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est OK, toujours un moyen, waouh! alors que la démocratie, c'est toujours un moyen de pouvoir redistribuer ce capital, donc par des voies démocratiques où tu vas l'imposer aux autres, quoi. Donc pour moi, dépasser la démocratie, ça veut simplement dire laisser le capital à l'œuvre. Donc ça se rapproche de l'anarcho-capitalisme qui va être défendu par des libertariens ou par des gens comme Ruppe aujourd'hui notamment, et de dont je me sens assez proche. Alors, est-ce que concrètement, tu peux nous dire ce que ça serait, une société qui serait régie par le capitalisme? Alors là, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont en train d'halluciner devant leur écran. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tout est privé et que donc ce qui est sélectionné, c'est ce qui marche, quoi. Donc Ah mais non, mais on peut pas faire sans État, c'est impossible. moi je pense que c'est possible en réalité. Les libertariens ont des arguments qui vont dans ce sens-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une nouvelle forme de gouvernement. Dépasser l'État-nation, dépasser l'État, ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui gouverne. Moi, je suis un lecteur des auteurs qu'on appelle le NRX, Neo-Reaction, Yarvin et Land. Et donc, ce que propose Yarvin, c'est un système où il y a un CEO en place, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle néo-réaction, parce qu'il y a une forme de roi, comme il le voit, mais c'est pas un roi en réalité, quoi. C'est un CEO, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est ceux qui investissent dans la ville, quoi. Tu vois, Elon Musk qui fait sa ville Starbase, par exemple. Ouais. Au final, qu'est-ce qu'il va faire ici? Une ville privée, où les gens de ses employés pourront vivre. Mais pour moi, c'est la première étape vers une nouvelle forme qui dépasse l'État-nation. C'est une ville privée où tu signes ton contrat pour y habiter, et du coup tu es résident. C'est pas une démocratie, tu n'as pas de pouvoir sur ce qui doit se passer dans la ville, tu peux juste y habiter, et la ville est bien gérée parce que c'est géré par un CEO qui répond à des besoins des investisseurs. Alors là, franchement, je suis estomaqué parce que je ne, alors j'arrive à conceptualiser hein, ce que tu me dis et je comprends l'idée, mais c'est pour moi, c'est tellement déconnecté du réel parce que, effectivement, le réel est imparfait. On peut toujours imaginer des systèmes euh, pour, euh, pour améliorer des systèmes un peu idylliques. Ok, pas de souci. Mais là, on est dans quelque chose qui me paraît vraiment déconnecté du réel dans le sens où il n'existe pas d'exemple historique de quelque chose comme ça. Il y a toujours, sous une forme ou une autre, les communautés les régions, les villes, les États qui choisissent une gouvernance ou qui sont régis par, qui s'organisent en fait, qui Oui. s'organisent. Et même si la démocratie totale, moi, me paraît aberrante à plein d'égards, hein, voilà, le fait est que on n'a pas d'autres exemples historiques et à part évidemment des choses qui sont de l'ordre de l'absolutisme, et de la dictature, de la monarchie et compagnie, mais qui là encore hein, sont pas totalement non plus déconnectés du peuple. Je veux dire, voir une privatisation générale, la fin des nations, parce que c'est ça que ça veut dire, la fin des nations, la fin des régions, la fin des identités, Alors, c'est pas le cas, pour, non. bah, C'est pas du tout objectivement, la fin des si. nations. Non, c'est pas la fin des nations. Au contraire, c'est la multiplication des nations, quoi. Il faut lire le texte de Land qui s'appelle Cold Anarchy, où ce qu'il met en avant, c'est justement que, et ce que comprennent pas les anarchistes et souvent les libertariens, parce que les libertariens vont être contre la nation. Moi, je suis pas contre la nation, au contraire, quoi. Pour moi, donner la liberté aux gens, c'est leur donner la liberté d'association et donc de créer des nations, justement. C'est de pouvoir vivre avec qui tu le souhaites. Ouais, mais une nation, ça ne se décrète pas. Ça n'existe pas une nation qui se décrète.
évidemment que ça repose sur des choses qui sont préexistantes. Mais Ah imagine, oui, c'est une aventure commune, c'est une histoire partagée, c'est des épreuves, qu'on a vécues côte à côte, c'est, un mythe, parce qu'une nation, c'est aussi un mythe, mais qui se repose sur des choses réelles. Donc là, dire: «On va signer un contrat et créer une nation», bah, si on est un paradis fisc si on veut créer un paradis fiscal ou si on veut créer un pays, fantoche, oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. c'est pas ce que je dis ici. Ce que je te dis, c'est que imagine en France, si tu avais la possibilité de s'associer avec qui tu veux. C'est-à-dire que tu as pas à payer ta sécurité sociale, tu pas Ouais. à faire société avec n'importe qui, tu peux choisir avec qui tu fais société. Naturellement, une nation va se créer, quoi. Et une nation qui Ah, repose, sur l'identité. non mais alors C'est ça je comprends le principe, mais le problème c'est que si tu fais ça, bon déjà c'est parce que tu es dans un système qui fon tu organises l'enfer en fait. Donc du coup, c'est que tu n'as pas guéri l'enfer et que tu te crées juste un petit paradis à côté, mais qui sera peut-être rattrapé par l'enfer un jour ou l'autre. Et puis de toute manière, ça serait très artificiel. Même si, je comprends l'idée, ça serait créer par exemple pour être très pratique, c'est très bien là, c'est très concret, si on avait une espèce de liberté comme ça de faire les choses, on pourrait se créer allez, on prend l'ouest de la France et on se dit, allez, Bretagne, Normandie, Anjou, côte Aquitaine et jusqu'au Pays Basque, on décide d'en faire une nation de droite et on laisse les gauchistes de l'autre côté, on met nos frontières et on crée quelque chose. Mais sur le principe, c'est séduisant, il n'y a pas de souci. Mais dans la réalité concrète, c'est juste impossible en l'état et même enfin je vois pas comment ça pourrait l'être en fait. Enfin tu vois, j'arrive pas à mettre le doigt précisément sur ce qui va pas dans ce truc là, mais en fait pour parce que que ça tu soit tu possible, il imagines faudrait une telle révolution que de toute manière c'est pas possible. en fait, parce que tu penses qu'il faudrait que le cadre soit en place avant que ce système puisse apparaître, quoi. C'est pour ça que je te Ouais. prends l'exemple d'Elon Musk et de Starbase, parce que je pense au contraire qu'il faut un exemple qui montre que c'est plus efficace. Et c'est quand tu auras cette compétition que ça peut se répliquer. Si Starbase existe, tu vois, que c'est une ville qui fonctionne bien, où les gens veulent vivre et ils sont contents de ne pas avoir de droits, mais juste de payer. Et en fait, ils savent qu'ils peuvent laisser leur vélo, ils le retrouveront après. Et ils savent qu'ils peuvent se balader à n'importe quelle heure de la nuit. Naturellement, ce modèle va se répliquer ailleurs. Énorme contre-exemple à ce que contre-argument. Mettons que alors bon moi je trouve ça loufoque objectivement, mais c'est pas grave, hein. Moi aussi j'ai plein d'idées qui sont sans doute vues comme loufoques et qui peut-être sont bonnes en réalité. Donc je dis pas que tu as tort ou que tu as raison, mais ça me paraît voilà un peu étrange. Mais mettons que tu as raison. Mettons qu'effectivement une ville, prenons cet exemple-là, soit mieux gérée par un CEO, donc un PDG, que d'autres villes et donc soit florissante et compagnie. Le problème sera exactement le même que dans les dictatures, dans les régimes forts. Je ne parle pas des monarchies parce que c'est un poil différent, mais que dans les dictatures, c'est-à-dire que on peut avoir des dictatures qui sont positives pour les gens. Bon, même si dans l'esprit, je suis pas fan du concept, très loin de là, mais on peut avoir des dictatures qui amènent des choses positives parce que c'est bien géré, etc. Sauf que vient ensuite la question de la succession. Et généralement, ça ne fonctionne pas. Sur la génération suivante, c'est déjà très compliqué, et la génération d'après, c'est encore pire. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des systèmes résilients qui sont mis en place. Et la démocratie, elle a plein de défauts, et qu'il faut corriger, à mon avis. Moi, j'ai ma petite recette perso. Mais par contre, elle a l'avantage d'être résiliente et d'être plutôt, comment dire ça, euh, à travers les générations, elle reste correcte. Peut-être pas parfaite, peut-être pas très bonne, mais comment dire ça, concrètement, les résultats sont à peu près corrects au fil des générations. Par contre, dans ton système à toi, on ne retrouverait pas ce fait, enfin, ce système qui se maintient bien à travers les générations parce qu'un visionnaire un temps, eh ben, ses enfants ou ses successeurs, ils ne le sont pas forcément. Mais ce ne seront pas ses enfants, hein, évidemment. Il y a pas de. Enfin, si, il y a des boîtes où tu peux les léguer à tes enfants, mais une compagnie va survivre à son créateur. Souvent, tu regardes Disney. Disney, il est mort, mais la compagnie continue d'exister. Pour le meilleur comme pour le pire, mais elle continue Ouais. d'exister. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une compagnie survit justement à son créateur, quoi. Et donc, un CEO ne va pas léguer ça à son enfant. Alors, autre point,
qui peut pas être comparable à une dictature, c'est qu'une dictature, t'as pas le choix, tu dois y vivre en fait. Oui, c'est vrai. Alors Non, que mais complètement. ici, c'est toi qui choisis d'y vivre ou de repartir, quoi. C'est très Oui, important je de prenais ça comprendre que pour la succession, pour parler de la succession. oui, oui. Il faut comprendre que ça fonctionne sur le fonctionnement de l'exit. C'est-à-dire que tu peux partir si tu veux, quoi. Et donc, naturellement, un CEO dont les résidents s'en vont, il va se faire dégager. Il va se faire remplacer, quoi, tu vois. Donc, si ça devient Ok. moins efficace, le CEO va pas rester en place, quoi, parce qu'il y a des investisseurs derrière. Ce qui compte, c'est que la ville marche bien et qu'elle rapporte de l'argent, quoi, qu'elle tourne bien. Donc, un CEO qui est mauvais, il restera pas en place. Ouais, bon alors franchement, c'est tous les tous comment dire ça? Les contre-arguments que tu as apportés à la démocratie sur le débat et compagnie, on peut les avoir dans une société, même s'il y a le résultat final qui est le marché, OK? Globalement, il y a quand même, des entreprises où il y a des débats internes au sein du board d'actionnaires. Il y a des tribuns, qui arrivent à s'en sortir et à prendre le pas et à devenir, chefs alors qu'ils ont peut-être pas les meilleures qualités requises par rapport à d'autres. Même si le juge, c'est le marché, je comprends ton principe, c'est quand même un peu étrange, je trouve. Et puis surtout, là, on est sur une réflexion qui est, pour moi, complètement coupée du réel parce qu'on fait fi de la nature humaine. Et ça m'étonne beaucoup parce que dans la discussion qu'on avait eue sur Twitter, tu avais parlé du fait que l'homme avait toujours besoin de croire en Dieu, par exemple, avait toujours besoin d'avoir une religion. Ah, j'ai pas Et dit là, ça. ce qui est... Mais par contre, Ah oui, bon, alors, bah, non, j'ai pas dit qu'il avait toujours besoin de croire en Dieu, mais par contre, oui, effectivement, toute culture a une religion, ça c'est oui, une évidence. oui, voilà, une religion. Et là-dedans, donc ce qui est intéressant, c'est que dans ton propos, je suis assez d'accord avec toi, même si ça me désespère un petit peu, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, parce qu'effectivement, l'homme est intrinsèquement un animal qui a besoin de d'une grille de lecture religieuse des choses à un degré ou à un autre, à un moment ou à un autre. Voilà, je suis très vaste dans ce que je dis. Euh, mais parce que c'est sa nature humaine. Mais là, ce que tu proposes, c'est complètement coupé de la nature humaine. On est loin euh, Non, absolument pas. de, de Il faut bien l'expérience comprendre. historique. Non, mais moi, il faut bien comprendre que, que je mets l'identité avant tout. C'est-à-dire que la volonté de faire société repose en grande partie sur l'identité, quoi. Et, du coup, ça inclut la nature humaine, quoi. C'est qu'on ne veut pas s'associer avec n'importe qui. C'est pas simplement une société qui fonctionne d'un point de vue capitalistique. C'est-à-dire qu'elle va être plus fonctionnelle parce que les gens veulent habiter ensemble, tout d'abord, quoi. Et donc, naturellement, l'identité va être importante. Quand je prends Starbase en exemple, quoi, c'est qu'il faut comprendre que et Elon Musk, c'est même si c'est pas explicité, qu'on n'utilise pas le terme religion, ce qui fait est extrêmement religieux en réalité. Une religion, c'est ni plus ni moins qu'une vision du monde qui est partagée par un groupe de personnes. Donc, ils vont vouloir faire Mhm. société ensemble, quoi. Et, euh, et ce que fait Elon Musk, c'est de proposer une alternative à une vision du monde pauvre qui est celle du wokisme aujourd'hui, quoi, qui est dominante. Lui, il propose une alternative, une vision du monde où son dernier projet XAI, il ne dit pas j'ai fait une compagnie d'intelligence artificielle, il dit on va tenter de découvrir la réelle nature de l'univers. Parce que, en fait, une vision du monde forte, c'est une vision du monde qui va expliquer le plus de choses possibles, donc qui est en accord avec les données scientifiques, qui va fournir d'un point de vue subjectif, une place à l'homme, une compréhension du monde où il peut s'intégrer et quelque chose qui est amélioratif, et d'un point de vue intersubjectif, qui va gérer les relations entre les individus. Et c'est exactement ce que fait Elon Musk, quoi. Et en cela, une religion, c'est ni plus ni moins que ça. C'est pour ça que je dis que toute culture a une religion en son sein, et que même quand la modernité veut évacuer la religion, en réalité, le wokisme revient, et c'est une religion, puisqu'ils ont leur propre rite, ils ont leur praxis, ils ont leur saint, ils ont leur martyr, et une religion va se recréer naturellement, quoi. Même si on ne pose pas le nom dessus, en réalité, la fonction de la religion, qui est de définir une identité partagée, une vision du monde partagée, d'où on vient, Ouais. où est-ce qu'on va, ça va forcément se recréer. Alors, le wokisme, c'est très pauvre. C'est dit, ben, on vient de la modernité, de l'esclavage. L'homme blanc s'est gavé sur les autres et on doit aller vers l'égalité où l'homme blanc doit faire pénitence, quoi. Voilà la vision du monde Ouais, wokiste, en c'est fait, ça. de la religion. Euh,
mais ça reste une religion et ça reste ce qui est le ciment de la société aujourd'hui aux États-Unis et contre lequel Elon Musk tend à se débattre et à proposer autre chose, quoi. Donc, je comprends qu'on puisse rejeter le non-religion, que ça puisse faire peur, mais fondamentalement, ça reste un aspect religieux de la chose, quoi. Ouais. Non, mais écoute, je suis, c'est bien de discuter, comme ça avec, des gens, qui proposent des choses complètement, alternatives et marginales parce que c'est de ces réflexions que naissent aussi des choses, intéressantes. Donc je suis, pas du tout convaincu par, l'idée que tu donnes de villes, de pays même, privés, on va dire, qui se substitueraient à la forme classique de l'État, on va dire. Je n'y crois pas, je n'y crois pas du tout, mais c'est intéressant de parler de ça, vraiment. Je suis d'accord avec toi sur le constat que la démocratie n'est pas une bonne chose. Enfin, démocratie totale, puisque moi, je pense qu'il y a beaucoup de maux de la modernité qui pourraient être guéris si effectivement on conservait la démocratie. Alors moi, je suis pour la conserver, notamment dans les pays européens, occidentaux, à majorité européenne, puisque dans des pays où il y a des extra-européens de manière massive, on ne peut pas conserver la démocratie, c'est absolument impossible, ou alors c'est une démocratie fantoche. Mais effectivement, il faudrait faire des ajustements. Donc, bah, moi, par exemple, alors plutôt que ce que tu proposes, je préférerais, par exemple, qu'on réserve le droit de vote aux actifs, ce qui exclurait les chômeurs, les jeunes, les étudiants, hein, parce que les jeunes qui bossent pourraient voter. Et d'ailleurs, dès 16 ans, ça ne serait pas un problème en soi. Euh, et ça exclurait aussi les retraités. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient exclus de la vie publique, puisque la vie publique ne se résume heureusement pas au vote et qu'ils seraient toujours considérés, estimés et pris en compte. Mais je pense que restreindre le droit de vote aux actifs, à ceux qui travaillent ou qui ont travaillé un certain nombre de temps dans les années ou les mois qu'on précédé les élections, bon, vous voyez un peu l'idée, c'est pas très précis. Je pense que ça serait une bonne solution et que ça guérirait beaucoup de défauts du monde moderne et ça changerait beaucoup de choses. Et justement, l'entropie gauchiste, à mon avis, ça lui mettrait un bon coup d'arrêt. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Bah, ça me semble être des mesures de bon sens, quoi qu'il arrive. Après, ça reste des rustines. Donc, comme je te l'ai dit, je pense que la démocratie n'est pas une bonne chose en soi. Euh, mais effectivement, c'est des rustines de bon sens, puisque le problème aujourd'hui en France, il va être démographique. Les vieux ont beaucoup de poids et tu peux pas leur reprocher de voter pour leurs intérêts. C'est tout à fait logique qu'ils vont voter pour ce qui est bon pour eux, quoi. Mais la Ouais, démocratie leur permet du coup d'avoir plus de poids et de voter pour des choses qui sont bonnes pour eux personnellement, mais qui sont pas bonnes pour le futur, sur le long terme, quoi. exactement. Non, non, mais donc voilà, moi je propose ça. En tout cas, toi, voilà, j'ai entendu ta proposition. C'est très radical. Voilà, ça plaira ou pas. Moi, j'avoue que je suis pas convaincu, mais c'est pas grave parce que c'est un échange qui est intéressant. Et justement, c'est le, ce genre de proposition permet d'imaginer et de tester de nouvelles choses, de nouvelles pratiques. Et je trouve que c'est rafraîchissant. Voilà. Mais de Donc toute très façon, moi, je intéressant. crois plus dans le jeu que dans le joueur, on va dire. C'est-à-dire que je pense que il devrait être possible de multiplier les tentatives comme ça, et naturellement, ce qui fonctionne sera sélectionné. Ok, bah écoute, on verra si ton choix va être sélectionné. Juste une chose, je reviens sur la question écologique, puisque vous aviez publié il y a quelques jours, enfin c'était il y a plus d'un mois maintenant, Nous n'allons pas manquer d'énergie, comme le dit Jean Covici, qui est un article qui est assez intéressant parce que je trouve il représente bien cette espèce d'optimisme un peu béat, je le dis sans méchanceté aucune, hein, de cette ligne prométhéenne pure, on va dire, euh, qui considère que finalement les crises écologiques et énergétiques qui arrivent, et qui sont déjà là en partie, n'ont pas tant d'importance que ça parce que le progrès va solutionner ces sujets-là, ces problématiques-là. Euh, et donc c'est un article qui dit, voilà, on va pas manquer de pétrole ou de ressources ou d'énergie parce que grâce au progrès technique,
eh bien, on va premièrement rechercher plus loin et de manière plus efficace les, Ouais, alors là, par contre, je comment je dire. te coupe juste parce que cet article, il faudrait que tu aies l'auteur de l'article pour le défendre, parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec, donc Ah, ok, c'est d'accord. pas moi qui Ah, l'ai ok, ok, écrit. ok. Oui, Je bah trouve t'as, ok, effectivement qu'il est effectivement BA. Alors moi, ça ok, me dérange pas de publier des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Comme ok. je viens de te le dire, justement, je valorise les dissensions au sein d'un même mouvement ou même d'un même site. Je pense que c'est une chose positive qu'il y ait différentes lignes qui puissent s'exprimer. Mais moi, je suis beaucoup moins béat justement sur cette capacité à s'en sortir. Je suis conscient des dangers auxquels on peut faire face Ouais. et je suis pas nécessairement d'accord avec cet article. Ok, bon bah j'arrête là, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a toute une ligne un peu de droite progressiste, ou progressiste tout court d'ailleurs, qui, qui effectivement minore le facteur, enfin le facteur environnemental, le facteur écologique, la raréfaction des matériaux, des ressources type pétrole et compagnie, c'est pourtant une question absolument centrale et très importante. Mais en tout cas, bon, écoute, dont acte. Non, je suis d'accord. Pour Euh, répondre à ta est-ce- question là-dessus, moi, je pense effectivement qu'il y a un danger réel, qu'il est possible qu'on le dépasse, qu'on trouve de nouvelles sources d'énergie, mais je ne crois pas que ça se fera tout seul et je crois qu'il y a effectivement ce danger qu'on ne le trouve pas et qu'on ne puisse pas remplacer le pétrole aujourd'hui et qu'on ait du mal à maintenir ce monde moderne. Donc, je pense que l'erreur, ça serait de penser que les choses arrivent par elles-mêmes. Il y a deux erreurs, en fait, de penser qu'elles puissent pas arriver ou de penser qu'elles vont forcément arriver par elles-mêmes. Je crois ouais. qu'on est tributaire de ce qu'on fait et qu'il faut prendre ce problème à bras le corps et qu'on a une chance de s'en sortir, quoi. Donc c'est en ça que je vais être positif et optimiste, mais je suis bien conscient du problème auquel on fait face. Et ce qui est intéressant, et ça c'est ce que ne comprennent pas les écologistes gauchistes, c'est que il y a effectivement des grandes catastrophes écologiques qui peuvent arriver. Il y a de la raréfaction des matières premières et des matériaux qui peut arriver aussi. Ça me paraît assez clair, notamment sur le cuivre. Pour prendre cet exemple parmi beaucoup d'autres. Mais on a quand même une chance de nous en sortir, de gérer à la fois la crise climatique, écologique, énergétique, mais on a une chance si on évite de devenir le tiers-monde. Voilà. Et sinon, on n'aura aucune chance de gérer ces crises-là. On s'effondrera de manière, à mon avis, inéluctable. Et c'est pour ça que le camp du progrès ne peut pas être celui du gauchisme et de l'immigration extra-européenne, parce qu'une société qui se tiers-mondise sous l'effet de l'immigration extra-européenne, comme on voit partout cette tiers-mondisation s'opérer, hein, c'est pas une affirmation gratuite. En France, tous les endroits où il y a l'immigration extra-européenne, sont en train de se tiers-mondiser. L'exemple le plus évident, c'est la Seine-Saint-Denis, voilà, qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas la Californie vantée par Emmanuel Macron. Quoique, la Californie ressemble de plus en Ah plus à la ouais, Seine-Saint-Denis. moi j'y Mais ai vécu quelques mois en Californie, c'était quand même assez gratiné aussi, hein, c'est bah oui, c'est le côté justement extra-européen en Californie qui ressemble au côté ouais. Seine-Saint-Denis extra-européenne. Mais ceci étant dit, voilà, ces problématiques-là, on peut les solutionner, mais ça se fera bah, que en prenant conscience que ce sont les Occidentaux, les Européens eux-mêmes qui pourront le faire. Et si on devient le tiers-monde, ça ne marchera pas. Voilà, la recherche scientifique s'effondrera, ce qui est déjà un petit peu le cas à la marge et qui va le devenir de plus en plus. La recherche technologique s'effondrera, les industries de pointe s'effondreront. Typiquement, entretenir une centrale nucléaire de pointe, quand on est la France d'aujourd'hui, ça va encore. Quand on est la France dans 50 ou 60 ans, si le gauchisme n'est pas abattu et si le changement de peuple se poursuit, ça sera très, très, très compliqué. Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles effectivement bah, les gauchistes ne pensent pas, les écologistes ne pensent pas, et il n'y a que nous, notre famille politique, aussi large soit-elle, entre les contre-révolutionnaires et Rage, qui sont à deux extrêmes du spectre de droite, bah, il n'y a que notre famille qui est capable d'envisager ça. Donc ça, c'est quand même une force qu'on a, puisque, comme tu le dis, le marché reconnaîtra peut-être la pertinence de nos idées au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui, je pense que c'est le cas, hein. Après, on voit quand même qu'il y a des si tu prends les Indiens, par exemple, il y a beaucoup de CEO aux États-Unis qui sont indiens, quoi.
il constitue une poche encore où tu peux trouver des gens intelligents, parce qu'il y a un système de castes, où dans les castes supérieures, tu vas en trouver quelques-uns, quoi. Heu, donc c'est pas que les blancs, il y a un problème, aujourd'hui au sein du monde blanc aussi, où, il y a un avachissement où c'est ce que je disais, quoi, c'est qu'il faut qu'on comprenne que le monde de demain n'aura pas lieu sans nous, quoi. C'est l'action qu'il fera arriver, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout dans les classes supérieures, on va tenter de toujours garder les options ouvertes, quoi. C'est-à-dire qu'on va envoyer les enfants dans des études où ils vont finir banquiers ou des métiers où on va juste réagencer l'argent, alors qu'on a besoin de gens qui innovent, de gens qui vont créer ces nouvelles choses qui vont nous permettre donc de découvrir une nouvelle énergie, d'exploiter une nouvelles énergies. Et on est en train d'en manquer au sein du monde blanc aussi, quoi. Donc, Ouais, il faut effectivement, il faut couper l'immigration de gens qui pourront rien apporter quoi qu'il arrive, qui non seulement vont pas aider à solutionner les défis auxquels on va faire face, mais en plus constituent des problèmes en eux-mêmes par leur présence, quoi. Donc, ouais, ça, il faut l'éviter au maximum. Mais il faut qu'il y ait un changement d'état d'esprit au sein du monde blanc aussi, chez les Européens surtout, puisque aujourd'hui, hein, l'innovation en Europe se réduit à peau de chagrin, hein. On fait plus légiférer que produire quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est deux facettes. ouais. Prendre de l'immigration sporadique, si ils peuvent réellement permettre d'amener des compétences. Virer toute l'immigration qui crée plus de problèmes qui n'en solutionne, et retrouver un état d'esprit où on veut continuer cette marche qu'on a enclenchée, quoi. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Il faut retrouver, c'est effectivement juste se focaliser sur la question de l'immigration extra-européenne et ses conséquences, qui sont évidemment énormes et dramatiques. N'empêche pas qu'il faut effectuer une renaissance, en fait, une renaissance occidentale, tout comme il y a eu une renaissance européenne. Entre-temps, depuis la dernière renaissance, il y a eu l'élargissement du monde européen à ces espaces occidentaux que sont les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, qui sont maintenant partie de la civilisation occidentale. Et tout ce monde-là doit effectuer une renaissance pour repartir de l'avant, repartir à la conquête du monde et surtout de l'avenir, parce qu'on a encore plein de choses à découvrir pour faire en sorte que le monde soit toujours meilleur. Et il y a quand même pas mal de marge encore. Je pense que c'est plus ou moins lié avec ce dont on a discuté plus tôt. Je disais que la modernité est arrivée avec de grandes ambitions, de grandes promesses, et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'elle serait pas forcément capable de les tenir, puisque on sera pas forcément capable de tout découvrir par les sciences positives, telles qu'elle le voulait au début. Et on a peut-être perdu un souffle à cause de ça, à dire, mais finalement, parce que la humanité est venue avec ses croyances aussi, quoi. Et, elle a vu ses croyances détruites au fur et à mesure, et on a peut-être perdu ce souffle qui nous tirait vers le haut par la modernité au début. Et il faut qu'on retrouve quelque chose qui nous entraîne encore, parce que là, effectivement, on est en train de ne pas avoir grand-chose auquel se raccrocher, et notre égalitarisme nous tire plutôt vers la médiocrité, ouais. Tout à fait, donc retrouver ce souffle qui nous pousse vers l'avenir et l'excellence, c'est tout l'objet de nos initiatives respectives, voilà, que ce soit moi avec ma chaîne, toi avec Rage et d'autres avec plein d'autres choses. Voilà, on a des voix différentes, des analyses différentes, parfois opposées, ou en tout cas euh, radicalement divergentes, mais le but reste commun et je pense que c'est vraiment le plus important. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour finir, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, voilà, une conclusion ou un sujet que tu voulais aborder pour finir? Écoute, je sais pas combien de temps on a, quoi, parce que tu as parlé de Dieu aussi, de savoir, si, Ouais, il fallait croire en Dieu ou pas. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aime bien, me poser cette question. ouais, Donc si tu veux qu'on en parle en quelques minutes, parce que je pense que ouais, j'ai ouais, pas une de souci. approche qui est assez différente, qui n'est pas, réactionnaire particulièrement, quoi. Parce qu'effectivement, dans le tweet, initial qui t'a fait réagir, j'avais évoqué Dieu, que je pense que la modernité a mis Dieu de côté, et je pense qu'en réalité, Dieu est une question d'une approche vis-à-vis de nos connaissances. C'est-à-dire que dans l'histoire occidentale, la position de Dieu,
Elle a été approchée de façon, ce qu'on appelle cataphatique et apophatique, donc de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Donc il y a toute une partie au début de la philosophie orientale où on a pensé à ce que pouvait être Dieu. C'est-à-dire que tu as eu des arguments théologiques, ontologiques, téléologiques, ce genre de choses qui se demandaient ce que Dieu pouvait être. Et après, on a vu des arguments qui étaient plus ce qui n'était pas, donc qui va circoncire ce qui est du domaine de la science, et de la connaissance et du domaine de la religion, où on va avoir John Duns Scott qui se dit bah, Dieu c'est l'infini, Nicolas de Cuse qui va dire, dans la docte ignorance, qui va dire bah, il y a ce qu'on peut connaître, qui a une certaine limite, et puis après il y a tout ce qui est au-delà, et ça c'est du domaine de Dieu, quoi. Et c'est un truc qui va continuer même sous la modernité, avec des gens de premier plan, donc qui ont participé à la modernité, qui ont participé à la mathématisation du monde, à la logique. Je pense notamment à Wittgenstein et Gödel. Donc Wittgenstein, qui est considéré comme un des plus grands philosophes du siècle dernier, qui a écrit un bouquin qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus, où tout le propos de son bouquin est de dire bah, il y a ce dont on peut parler, les faits du monde, et le langage en tant qu'outil n'est fait que pour parler de ça, quoi. Mais le plus important, c'est ce dont on ne peut pas parler, qui est au-delà du monde, donc au-delà du langage, et de tout ce qu'on pourrait en dire, quoi. Et donc il arrive à cette conclusion où il dit bah c'est le plus important, mais on ne peut rien en dire. Donc il, il a été très mal compris puisque les gens l'ont vu comme un néo-positiviste. Ils disent bah, ce qui compte c'est de parler de ce dont on peut parler. Mais en fait lui ce qu'il dit bien c'est non mais ce qui compte c'est ce qui est au-delà de ça. Mais la réalité c'est qu'on peut rien en dire, quoi. Donc on peut avoir un rapport à Dieu, au divin, au mystique si tu veux, euh, sans pour autant en faire une part fondamentale de sa vie ou d'en parler, mais juste le ressentir, quoi. Et c'est un truc qu'on retrouve chez Gödel. Donc Gödel, c'est un mathématicien considéré peut-être comme le plus grand mathématicien du siècle dernier par Einstein, qui a créé les théorèmes de Gödel. Donc en fait, il y avait une volonté justement de la modernité qui était de tout comprendre, de tout expliquer par la logique. Et donc, il y a eu ce qu'on appelait les Principia Mathematica, fait par Russell et Whitehead, qui ont posé les bases de la logique mathématique, tous les principes. Et après eux, il y a eu un autre mathématicien qui s'appelle Hilbert, qui a voulu créer le système final où tu peux définir, parce qu'en fait, il faut comprendre que les mathématiques fonctionnent selon des systèmes. C'est-à-dire que quand tu démontres une chose en mathématiques, en arithmétique, c'est toujours dans le cadre d'un système. Donc tu dois définir au début ton système avec ses axiomes. Et lui, il voulait définir le système ultime où tout ce que tu démontres est nécessairement vrai et tout ce qui n'est pas démontrable est faux, quoi. Donc un système qui pourrait expliquer le monde entier, quoi, du moins du point de vue de l'arithmétique. Et Gödel, par ses théorèmes d'incomplétude, a mis en avant que c'était impossible d'avoir un système comme ça, que quel que soit le système qu'on met en place, il y aura toujours des choses vraies, mais indémontrables. Et donc, en partant de cela, et donc c'est avéré, il a démontré par la logique. Donc, c'est un gros tremblement de terre qui vient aussi mettre là une limite à la modernité. Qui dit, ben, on pensait qu'on pourrait tout découvrir. En OK. fait, ce petit gars, il met en avant qu'il y aura des choses, quel que soit le système que tu choisis, qui seront forcément vraies mais indémontrables. Et Ah, qui donc, seront du coup, inatteignables par la raison, quoi. c'est ça. Et tu pourras que les démontrer par un métasystème donc qui serait au-dessus. Donc, naturellement, ça l'a conduit à avoir une réflexion sur Dieu lui-même. Et c'est intéressant parce qu'il va raconter les marches qu'il a eues avec Einstein parce qu'ils se sont retrouvés, ils habitaient au même endroit aux États-Unis à un moment, donc pendant la guerre, je crois. Et donc ils marchaient ensemble et ils parlaient de religion. Il disait, bah, Einstein, lui, sa vision est plus proche de celle de Spinoza ou de l'hindouisme, alors que la mienne est plus proche du catholicisme, parce que lui, justement, sa réflexion sur l'arithmétique, il disait, bah, il y a des choses qui sont nécessairement vraies, que je pense qu'ils sont vraies, mais que je ne peux pas démontrer. Il a fait le lien avec Dieu après, où il disait, bah, je ressens l'existence de Dieu, mais je sais que je ne pourrais jamais le démontrer. Donc il y a des gens comme ça qui sont hyper pertinents, hyper intéressants, qui ne sont pas du tout du côté réactionnaire ou du côté de la mystique pure, qui sont des gens hyper logiques et qui sont arrivés à ces conclusions aussi, au sein de la Ouais. modernité, qui étaient des gens modernes, mais avec un côté anti-moderne, on va dire. Et moi, c'est ce côté-là, cette réflexion-là, qui m'intéresse en fait dans la réflexion de Dieu. Non, mais intéressant, effectivement, ça montre que cette question religieuse, elle est, bah, de toute manière, vu qu'on est dans l'indémontrable et dans l'indicible ou dans le ouais, dans L'indicible, ouais. l'invisible, en tout cas,
bah, forcément, ça restera un peu mystérieux, pour tout homme, mais il est vrai, et c'est d'ailleurs, l'un des contre-arguments que j'évoquais, précédemment dans l'émission, voilà, en disant: «La modernité nous a permis d'aller vers le meilleur et on n'aurait pas pu avoir le progrès technique sans la modernité et donc symboliquement, sans la mort, symbolique de Dieu». Hem, mais en fait, j'ai eu pas mal d'échanges avec diverses personnes qui m'ont dit: «Non mais, même sous, enfin de grands savants étaient catholiques, étaient religieux et cetera». Et c'est pas faux, c'est un contre-argument que j'entends, même si je le trouve pas totalement pertinent, parce que je pense que la modernité et l'athéisme, quoi qu'on en dise, a quand même fait beaucoup pour le développement de la science. Mais c'est vrai que, ultimement, quand on en revient à cette question religieuse, bah, même chez les grands savants, même chez les plus grands modernes, il y a, voilà, c'est une question qui est jamais vraiment résolue, ou même on a beaucoup de gens qui croient en Dieu, alors quel qu'il soit. Mais ça m'étonne pas que pour toi, ça soit un sujet qui est important, parce que je pense que pour énormément de gens extrêmement modernes et progressistes, c'est un vrai sujet. Donc c'est intéressant tout ce que tu as dit. C'est très. Ça permet d'élever le niveau, c'est super intéressant. C'est pas du coup pratico-pratique, tu vois. Je dis pas, faut retourner à l'église, blablabla. C'est pas une question de praxis. C'est vraiment se poser la question de Dieu d'un point de vue philosophique et simplement se poser la question, mais pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, quoi. Et moi, c'est un truc Ouais. que je valorise. C'est pas un truc dont tu as besoin de te poser la question, quoi. Tu peux être fonctionnel complètement sans jamais te poser cette question. Mais quand même, j'apprécie la compagnie de gens qui sont posés la question au moins une fois, quoi. Ouais. Non, non, mais de toute façon, c'est une. Enfin, t'es obligé de réfléchir à ça quand tu regardes la complexité de l'univers, et tu es obligé de penser, d'imaginer à un principe supérieur à tout. C'est obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est dans notre logiciel de pensée. On est fait pour penser en termes d'organisation, enfin de strate d'organisation, et il y a bien une strate supérieure à un moment ou à un autre. Quelle est-elle? Comment pourrait-on la définir? Quel regard porte-t-elle hypothétiquement sur nous? Voilà, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que c'est une question indépassable, euh, intemporelle, et qui restera toujours, quand bien même le monde serait complètement chamboulé positivement ou négativement par le progrès, le confort, toujours plus. L'athéisme pourrait toujours se répandre dans le monde, que la question serait, je pense, toujours aussi lancinante dans nos inconscients au moins, et peut-être même de manière consciente. C'est pas corrélé au degré de connaissance, puisque la connaissance ne peut être que la connaissance de ce monde-là, du mondain. Donc à partir du moment où tu définis comme l'extra-mondain, bah évidemment, ça ne peut pas être corrélé au degré de connaissance que peut avoir une personne qui pourrait tuer cette question, quoi. C'est un choix, in fine, d'y accorder de l'importance, d'y croire ou pas, quoi. Voilà, et puis d'y croire aussi selon les modalités qui nous sont proposées à l'heure actuelle, c'est-à-dire les grandes religions. On peut très bien ne pas se reconnaître dedans, tout en ayant une réflexion Évidemment. poussée sur la question religieuse. Ok, bon bah écoute, c'était super intéressant, ça a été riche, je pense. Peut-être que tu veux, je te laisse la conclusion. Ah, en conclusion, j'ai pas préparé de conclusion, mais Non, mais juste comme ça, parce que voilà, on est libre, hein, c'est détente. oui, oui, bien sûr. Mais oui, si ces sujets vous intéressent, ben, je vous encourage bien sûr à lire Rage. Alors j'ai préparé une bibliographie récemment en plus, parce que c'est un truc qui m'avait été réclamé quelques fois en DM. Des gens qui lisent des articles et qui me demandent des auteurs de référence, des conseils de lecture. Alors j'ai préparé ça, j'ai mis le lien maintenant dans le menu principal où on peut retrouver cette biographie où j'ai sélectionné à peu près 450 auteurs et je les ai triés suivant ceux que j'estime qui doivent être absolument lus ou différentes étiquettes que je leur attribue. Ouais, si tu cliques sur le Ok, bouton ici, en fait, accès à la biographie, tu vois, c'est juste bah un bouton ça spreadsheet. bug chez moi. Petit bug Ah, 6. alors je vais le corriger peut-être. Ouais, Mais en gros, j'ai fait mais écoute, un
Google Spreadsheet où tu peux retrouver ces références, quoi. Ouais, j'ai pas de lien qui accède. Mais c'est pas grave, ça sera résolu au moment où cette vidéo sera publiée, donc pas de souci, vous pourrez y accéder. C'est le suspense. Ok, bah écoute, je lirai ça avec attention. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions, d'avoir échangé avec moi. C'était très intéressant. C'était, vous avez vu, je le répète, à la différence Rage Sunrise avec des réflexions très philosophiques, très poussées, parfois choquantes. Voilà. Mais de toute manière, et c'est là où je suis peut-être en désaccord avec toi pour finir, c'est que je crois que le débat, mais je pense pas que tu seras en désaccord avec ça de toute manière, mais du débat et du libre débat, parfois avec des opinions marginales, parfois avec des opinions très choquantes. De ce débat-là naît la vérité. C'est de la confrontation des idées que naît la vérité et donc c'est du débat que naît la civilisation et les moyens de sa sauvegarde, à mon avis. Donc c'est très intéressant d'échanger là-dessus. Donc voilà, écoutez les amis, vous avez les liens qui vont bien dans la description de cette vidéo pour aller consulter Rage. Et puis voilà. Écoute, merci à toi Nîmes pour ce temps accordé et pour cette discussion. Et puis on se dit à bientôt. Bah oui, merci encore pour l'invitation, hein, et puis je reviendrai quand tu voudras. Superbe. Allez, salut tout le monde. Salut.